Les réseaux sociaux, ça sert bien sûr à communiquer, passer des infos services, on va dire, annoncer la date d'ouverture d'une prochaine exposition, d'une conférence, d'une rencontre avec des chercheurs, etc. Mais ça sert aussi, et je dirais même surtout, en fait, à partager des savoirs, à construire des savoirs, à co-construire des savoirs, dans le sens où, que ce soit des acteurs culturels ou des jeunes, des moins jeunes, aujourd'hui, le réflexe, quand on cherche une information, quand on cherche à en savoir plus sur quelque chose, on n'allume plus la télé, on va sur Internet. Alors, on va sur Wikipédia, on va sur Google, on pourrait aller sur Quant par exemple, ça serait un peu mieux, d'aller sur des moteurs de recherche qui seraient plus éthiques et qui seraient plus européens aussi. Mais voilà, en fait c'est ça ce réflexe, et je pense que ce comportement ou cet usage qui est aujourd'hui celui de la société de l'information numérique, c'est un comportement qu'il faut absolument qu'on prenne en compte quand on est enseignant, quand on est acteur culturel, et a fortiori culture scientifique où on travaille sur la connaissance, parce que la connaissance, on la produit plus, on la diffuse plus de la même manière qu'il y a 30 ans, et en fait ça doit quand même faire bouger les lignes dans les pratiques de médiation culturelle scientifique. Les réseaux sociaux permettent de construire une relation avec l'institution et entre d'ailleurs les citoyens, les acteurs qui font partie des publics au sens très très large de l'institution et même de la culture scientifique et technique au sens large. Et effectivement, les réseaux sociaux permettent que l'expérience culturelle ou scientifique ne se résout plus à une visite ou à un événement, mais peut en fait déborder effectivement ce moment-là et avoir lieu avant, après. Et ce qui permet du coup de se dire que l'institution de savoir, elle a du coup le statut plutôt d'un acteur social qui peut accompagner différents moments et qui n'est plus seulement ce lieu de transmission des savoirs au moment même où on vient et on entre en son lieu. En l'espace de 3 ans, il y a eu une explosion de la sphère des youtubeurs scientifiques, il y a eu un intérêt de la part des institutions, de la part des médias, avec des choses qui restent encore, je parle à la chercheuse, qui restent encore à explorer, à creuser. Enfin, je pense qu'on a besoin en permanence, c'est ce que je disais déjà dans le rapport, mais d'avoir de la recherche associée à toutes ces nouvelles formes de médiation, pour mieux les comprendre, pour voir un peu ce qui se joue derrière, et puis aussi parce que moi je me méfie quand même pas mal de cette idée que parce que c'est nouveau c'est mieux, et puis que c'est quelque chose qui sort aujourd'hui et pas forcément nouveau, dans le sens où sur l'historicisation, je veux dire, quand on prend la plupart des vidéastes scientifiques, en fait c'est exactement ce que disait Pierre Tchernia et les pionniers de la télévision française sur l'idée d'apprendre en s'amusant. Enfin, en fait, si on met en perspective la manière dont ils écrivent leur pitch, leur vidéo, la manière dont c'est amené. Alors évidemment il y a des moyens contemporains, il y a des références contemporaines, donc c'est actuel, hein. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est has-been, hein, mais c'est actuel, c'est des choses qui sont contemporaines, qui parlent aux gens d'aujourd'hui, mais avec des procédés qui sont des procédés de vulgarisation, qui sont quand même très classiques d'une certaine façon. Ces vidéastes sont des auteurs, c'est pas du tout des journalistes. Et en fait c'est vrai qu'on est habitué à avoir une approche par le journalisme de la communication scientifique, de la vulgarisation scientifique, où là les journalistes, ils ont leur éthique, leur pratique professionnelle, leur façon de faire, leur format aussi, hein, clairement. Je veux dire, quand on fait du journalisme, surtout audiovisuel, c'est quand même très formaté, la manière de s'exprimer, de regarder la caméra, de sourire ou pas, etc. C'est pas du tout pareil chez TF1, chez Arte, chez Canal, clairement c'est pas la même chose, mais ça fait vraiment partie du job. Alors que là, ces youtubeurs, ils sont pas journalistes du tout de formation, il y en a quasiment aucun, je crois, qui est journaliste, ou peut-être un ou deux de formation, et eux, ils sont plus passionnés parce que les sujets qu'ils portent. Les sujets qu'ils portent. Et en fait, ils sont aussi passionnés par l'écriture vidéo, mais au sens plutôt de l'écriture cinéma ou vidéo, la création vidéo. C'est pas du tout un objectif de journaliste et de reporter les choses, c'est plutôt de partager une passion. À quoi on fait participer les gens? C'est-à-dire que leur faire parler de participation, évidemment, ça ne suffit pas, c'est pas performatif. C'est pas parce qu'on dit on va faire de la participation que ça advient et que ça fonctionne. Et qu'en fait, la participation, c'est extraordinaire, mais c'est extrêmement complexe. Parce qu'on les fait participer à quoi? On fait participer, comme tu disais, 1000 personnes, oui, quand? Et puis est-ce que c'est 1000 personnes, mais de façon complètement individualisée? Ou est-ce qu'on fait participer ensemble et on est plutôt dans des formes de co-construction? Quelle est la nature de ce qui est produit par l'internaute? Est-ce
qu'il collecte, est-ce qu'il commente, est-ce qu'il like, c'est quoi, enfin quelle est la nature d'un like en termes de participation, est-ce qu'au contraire du coup il y a effectivement une pérennité, c'est-à-dire qu'il participe d'une certaine façon puis ça l'engage à participer d'une autre façon le temps d'après, donc c'est vrai que cette question-là elle était importante, la nature de la participation, et ce dont on se rend compte dans toutes les enquêtes, c'est que les visiteurs et les participants, les internautes font toujours état de la même attente, c'est-à-dire ils veulent que l'institution de savoir cadre quand même, offre un cadrage. Par rapport à la question des jeunes sur Facebook et l'exemple de l'institution, nous dans le cadre d'InMedia, on avait aussi fait des études et des expériences autour de ça, et en fait on se rend compte que les jeunes, il y a un moment, ils disent mais attendez, c'est chez nous ici, quoi. C'est-à-dire que ça renvoie un peu à la question de l'entre-soi aussi, à laquelle tu faisais allusion, mais c'est surtout pour moi l'idée que il faut pas qu'on... Enfin, moi j'arrête pas de répéter qu'on n'est plus à l'ère des masses médias, donc alors bon, ça pose plein de questions, c'est vrai de dire ça, parce que bon, ça peut être un très grand problème pour le lien social, mais on n'est plus à l'époque des masses médias, et en fait si on imagine que Facebook, Twitter, les réseaux sociaux, c'est des nouveaux mass médias, parce que c'est un peu comme ça que les gens l'imaginent, en fait on se trompe complètement. Et ce que nous disent les jeunes, c'est nous on a notre groupe Facebook, on a notre réseau Facebook, encore mieux on est sur Snapchat, les institutions viennent sur Snapchat, donc Le Monde est sur Snapchat, Beaubourg est sur Snapchat, etc. Mais est-ce que les jeunes ils s'abonnent aux stories du Monde sur Snapchat? J'ai beaucoup de mal à y croire, en fait ceux qui vont faire ça c'est des mecs comme moi, on va regarder les trucs. Et donc cette idée de penser que les réseaux sociaux sont les nouveaux mass médias, c'est la nouvelle télévision, ça c'est une erreur assez profonde. Et je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ça. Je ne sais pas ce que c'est les réseaux sociaux, c'est autre chose. La question des mass médias, elle a explosé avec la démultiplication de tous les canaux de diffusion et puis la convergence des médias, des technologies, des contenus. Aujourd'hui, on ne sait plus qui produit quoi et ça c'est un énorme problème, même en matière démocratique et de compréhension de l'information. Mais ça, je pense que ça veut dire, enfin, une des significations, des interprétations, c'est bien cette idée que c'est pas les nouveaux réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'études qui montrent aussi que les community managers des institutions culturelles se retrouvent comment dire, dans le rôle de devoir donner des informations et répondre effectivement à des questions qui sont très ciblées sur des choses, et on retrouve un résultat d'enquête aussi qui est, en fait je pense plutôt chouette, qui est que beaucoup de visiteurs, en tout cas, on va les appeler visiteurs, viennent dans les institutions aussi pour apprendre. Il faut construire une vraie stratégie culturelle sur les réseaux sociaux. C'est pas simplement de dire on fait une stratégie culturelle dans le musée ou dans le centre de sciences et puis derrière on promeut ça sur les réseaux avec un community manager, on sait pas trop ce qu'il fait mais voilà, il se débrouille. Non, en fait, l'idée c'est de dire on construit, on envisage, nous c'est ce qu'on essaie de développer au niveau du Quai des Savoirs, c'est-à-dire qu'on envisage la salle d'expo, le territoire et les réseaux sociaux comme 3 territoires de médiation. Il faut une stratégie culturelle sur YouTube. Culturelle, je veux dire, pas de communication, une stratégie culturelle. On est là pourquoi, c'est quoi notre finalité, quel type de public, qu'est-ce qu'on veut partager sur YouTube, comment on veut donner de la place à de la création par exemple sur YouTube. Ça veut dire que le centre de sciences, il faut aussi qu'il considère que c'est pas que lui le seul émetteur, mais il est aussi une plateforme éditoriale, c'est aussi quelqu'un qui peut diffuser, qui peut encourager de la jeune création, de la jeune médiation comme on dit.